L'apologie de Socrate, notice de Maurice Croiset. Troisième partie, l'apologie de Platon. Lorsque Socrate mourut, Platon avait 28 ans. Il y avait environ 9 ans que d'étroites relations existaient entre eux. Fils d'une ancienne et riche famille, le jeune Athénien avait été sans doute attiré d'abord, comme beaucoup d'autres, par une curiosité à la fois intellectuelle et morale vers ce sage dont on louait également l'esprit et la vertu. Ce premier sentiment n'avait pas tardé à se changer en un attachement qui devint peu à peu une sorte de tendre dévotion. Toute son œuvre atteste quelle influence Socrate exerça sur lui. Il s'éprit de son idéal, il se passionna pour sa méthode. Pour un tel disciple, la mort d'un tel maître équivalait à un désastre. Il n'est pas douteux qu'il n'en ait été accablé. Ses biographes nous apprennent qu'il s'enfuit d'Athènes et se retira à Mégare, où plusieurs des autres amis de Socrate se groupaient en même temps autour du plus âgé d'entre eux, Euclide. Rien n'autorise à croire que Platon ait été obligé de se soustraire par cette retraite à un danger. Mais le sentiment de l'injustice commise par ses compatriotes avait dû le révolter. La ville coupable lui faisait horreur. Il avait besoin de s'en éloigner pour quelque temps. Il est tout à fait invraisemblable que l'apologie ait été écrite à ce moment. Le ton qui y règne ne correspond en rien au sentiment qui devait alors agiter son auteur. On ne croira pas non plus aisément qu'il ait pu l'écrire pendant ses voyages à Cyrène et en Égypte, qui semblent avoir eu lieu dans les années suivantes. Au contraire, rien de plus naturel que d'en rapporter la date à l'époque présumée de son retour à Athènes, vers 396 avant Jésus-Christ. En rentrant dans sa patrie, il y retrouvait tous les souvenirs de l'homme qu'il avait tant aimé et admiré. Son ressentiment s'était atténué. Il se rendait mieux compte de la part qui devait être faite à l'ignorance dans la sentence cynique qu'Anitos avait obtenue du tribunal. Et en reprenant contact avec ses concitoyens, il voyait clairement combien Socrate était mal connu d'eux, combien de préjugés et d'idées fausses étaient répandus à son sujet. Cela d'ailleurs n'était pas difficile à expliquer. Ce sage, si détaché de tout, n'avait rien écrit. Ses ennemis avaient eu beau jeu à travestir son rôle, à défigurer son personnage. Il avait aussi des amis, il est vrai, et ceux-ci sans doute ne l'oubliaient pas. Mais l'autorité de la chose jugée subsistait, difficile à ébranler. L'opinion publique en restait fortement impressionnée. Il fallait pour l'éclairer autre chose que des propos épars. Platon conçut la pensée d'un écrit qui dirait tout ce qu'il fallait dire et qui le dirait de manière à être compris et goûté d'un grand nombre de lecteurs. L'apologie est cet écrit. Au lieu de parler en son nom propre, il imagina de faire parler Socrate lui-même. Il y avait chez lui un très vif instinct dramatique et un talent de même ordre, qu'il avait probablement exercé déjà dans la composition de quelques dialogues où il avait mis son maître en scène, où il s'était plu à reproduire son langage, à imiter son ironie enjouée, à donner une image fidèle de sa manière d'interroger et de discuter. Il eut maintenant l'idée de le faire voir tel qu'il avait été devant le tribunal. Rien ne convenait mieux à son dessein. On entendrait ainsi l'accusé lui-même répondre à ses calomniateurs. On éprouverait en l'écoutant cette impression que donne la franchise, la simplicité, la bonne conscience, quand elle parle le langage qui leur est propre. Nul intermédiaire suspect entre lui et le public appelé à le juger. Évoqué pour ainsi dire par son disciple fidèle, Socrate allait vraiment reprendre vie pour se montrer enfin tel qu'il était à des juges sans parti pris. Il fallait donc que ceux qui l'avaient connu pussent le reconnaître à sa manière de parler et que les autres s'en fissent une idée exacte. Est-ce à dire que Platon dut s'astreindre à représenter dans une sorte de procès-verbal rédigé de mémoire à 3 ans de distance ce qui s'était réellement passé devant le tribunal ? Évidemment non.
Il entendait faire pour la défense de son maître ce que celui-ci probablement n'avait pas fait lui-même. Il s'agissait d'expliquer toute sa vie, de réfuter non seulement les accusations énoncées par Mélétos, mais encore toutes les calomnies, tous les propos mensongers qui avaient couru dans Athènes, de révéler clairement l'idée directrice qu'il avait prise pour règle de sa conduite, de faire comprendre ce qu'il avait considéré comme une mission divine, d'exposer les raisons décisives qui l'avaient empêché de se prêter à aucune concession, et par là, de montrer comment l'intransigeance qu'on avait attribuée à un orgueil indomptable n'était en fait que le scrupule légitime d'une conscience inflexible. La tâche qui s'imposait à Platon était donc en somme celle-ci: faire dire à Socrate tout ce que lui-même jugeait utile de dire à ses lecteurs, mais en même temps imiter assez bien sa propre manière, reproduire même assez exactement certains épisodes du procès, certaines déclarations ou paroles mémorables de l'accusé, pour que la fiction pût être prise pour la réalité elle-même. Platon y a si bien réussi qu'un certain nombre de critiques modernes et beaucoup de lecteurs s'y sont mépris. Son apologie a l'air d'une improvisation familière. C'est en fait une composition très réfléchie. Après un exorde où Socrate s'excuse de ne pas parler avec art, il répond d'abord aux accusations des poètes comiques, d'Aristophane en particulier, qu'il avait représenté comme adonné aux sciences de la nature. Il déclare y être absolument étranger. Mais alors, dit-il, s'il ne prétend à aucune supériorité de connaissance, s'il n'y avait en lui rien d'exceptionnel, d'où est venue sa notoriété, d'où sont nés tant de soupçons malveillants? Il l'explique par le fait que, depuis longtemps, s'étant mis à interroger tous ceux que l'on croyait savants, ou qui de même se croyaient tels, il a été amené à les convaincre qu'il n'en savait pas plus que lui-même sur les choses qu'il croyait savoir. Et cette enquête, il ne l'a faite, ajoute-t-il, que pour contrôler une déclaration du dieu de Delphes qu'il avait désigné, lui Socrate, comme le plus savant des hommes. Telle est la première partie de l'apologie. Elle se caractérise à grands traits, mais avec justesse. Le rôle de Socrate ainsi, elle caractérise à grands traits, mais avec justesse, le rôle de Socrate ainsi que sa philosophie, résolument indifférente aux recherches sur la nature et tout attachée à la connaissance de l'homme, à la définition de son bien. Elle le met en scène, elle le fait revivre sous nos yeux. Qu'il y ait quelque artifice dans l'importance attribuée à l'oracle, cela n'est pas douteux. Non pas qu'on en doive mettre en doute la réalité, mais en le donnant comme la raison première et décisive de l'enquête qui avait occupé toute la vie de son maître, Platon a cédé visiblement à un instinct de simplification dramatique qui était d'un poète plus que d'un historien. Il y trouvait d'ailleurs l'avantage de marquer plus fortement le caractère divin du rôle joué par Socrate. Il transformait effectivement en une investiture formelle ce qui avait été d'abord une simple suggestion de sa nature et ce qu'il avait considéré ensuite comme l'ordre d'une voix intérieure, l'ordre d'un dieu. La seconde partie est la réponse directe aux griefs positifs formulés par Mélétos. À vrai dire, cette réponse semble plutôt destinée à faire ressortir la légèreté de l'accusateur qu'à démontrer l'inanité de l'accusation. Socrate ne discute pas réellement la question de l'influence exercée par lui sur la jeunesse. Il s'amuse à faire dire par Mélétos cette sottise que tout Athénien, quel qu'il soit, est capable de bien élever les jeunes gens, hormis un seul qui est Socrate. Puis il l'amène à convenir que tout homme sensé doit aimer mieux dans son propre intérêt, vivre avec d'honnêtes gens qu'avec ceux qui ne le sont pas. D'où il suit qu'il aurait été dénué de sens s'il avait volontairement perverti ceux dont il faisait sa société habituelle. Il est trop clair que ni l'un ni l'autre de ces raisonnements ne démontre ce qui était vraiment en question, c'est-à-dire que l'influence de Socrate ne s'exerçait pas au détriment de l'autorité des parents, ni contrairement à l'esprit de la démocratie athénienne. Il prouve simplement l'un et l'autre que Mélétos était un sot qui ne comprenait rien au rôle dont il s'était chargé.
C'est sans doute ce que Socrate avait voulu faire éclater aux yeux du tribunal, ne pouvant guère présenter sur ce point une justification directe qui n'eût été ni admise ni comprise. Platon est donc probablement en ceci un témoin assez fidèle. Le reproche d'innover en matière religieuse est traité d'une manière analogue. Mélétos, pressé de s'expliquer nettement, ne fait pas difficulté de dire qu'en fait il tient l'accusé pour un athée. Cette accusation, Socrate la tourne en ridicule, en montrant qu'elle se contredit elle-même, puisque le même homme prétend d'autre part le faire condamner comme croyant à des divinités nouvelles. Pour la seconde fois, l'auteur de la plainte est convaincu de ne pas savoir ce qu'il dit. Socrate explique alors ce qu'est cet esprit divin qu'on lui reproche d'adorer, simple avertissement intérieur que les dieux lui donnent, comme ils en donnent à d'autres sous d'autres formes. Ici encore, la vraie question est à peine effleurée. On a vu plus haut pourquoi Socrate n'avait pu apporter sa profession de foi devant le tribunal. Les mêmes raisons s'imposaient à son apologiste. Exposer la croyance religieuse de Socrate c'eût été s'obliger à dire en quoi elle s'écartait de celle de la foule. Platon ne se sentit pas en droit de le faire, surtout dans une composition qui était censée reproduire ce que Socrate avait dit réellement. Mais si cette seconde partie nous fait un peu l'effet d'un intermède satirique, où l'auteur se joue aux dépens d'un personnage méchant et ridicule, il en est tout autrement de celle qui suit où Socrate expose sa mission. C'est bien en effet comme une mission divine qu'il représente son rôle. Et voilà certainement ce que Platon a voulu surtout imprimer dans l'esprit de ses lecteurs. On sent ici combien il tient à leur persuader que si son maître a passé sa vie à interroger, à raisonner, à exhorter, ce n'était ni pour le malin plaisir de déconcerter ses interlocuteurs, ni pour la satisfaction de déployer son esprit, ni par une sorte d'indiscrétion naturelle, mais parce qu'il croyait fermement qu'en agissant ainsi, il rendait à ses concitoyens le plus grand service, parce qu'il accomplissait un devoir qui lui avait été spécialement prescrit par une volonté divine. Semblable au soldat à qui un poste a été assigné, il ne pouvait s'y soustraire sans déshonneur. C'est ce que Platon lui fait déclarer expressément en un langage éloquent. Et c'est par là qu'il explique aussi son refus absolu de changer de conduite. Si Socrate a semblé braver ses juges, s'il a déclaré qu'acquitté par eux, il continuerait à faire ce qu'il avait toujours fait, l'apologie en donne la raison à la fois très simple et très belle. C'est qu'en renonçant à parler, il aurait fait acte de lâcheté par peur de la mort, et cela sans même savoir si celle-ci était un mal. Il est vrai que tout en se mêlant ainsi des affaires des autres, il n'avait jamais voulu jouer un rôle public. Cette abstention volontaire, un peu surprenante dans une ville telle qu'Athènes, que signifiait-elle? Comment devait-on l'interpréter? Platon a voulu l'expliquer franchement à ses lecteurs. L'événement lui offrait un moyen plus facile de le faire. Si Socrate avait voulu jouer un rôle public, il aurait été condamné 20 ans plus tôt, à tout le moins, et il n'aurait pas pu faire le bien qu'il avait fait. En achevant cette troisième partie, l'accusé semble revenir au reproche d'influence pernicieuse qui lui a été fait. Et pour le repousser, il invite ses juges à entendre sur ce point les parents de ceux qui l'ont fréquenté le plus assidûment. En réalité, ayant exposé ce qu'avait été l'enseignement de son maître, Platon, si je ne me trompe, a voulu grouper ici les noms de ses plus fidèles disciples comme ceux d'autant de témoins qu'il attestait devant ses lecteurs. Dans une quatrième partie, sorte d'épilogue, Socrate donne avec dignité les motifs qui l'empêchent de supplier ses juges selon l'usage des accusés. Ce premier discours constitue l'apologie proprement dite. Mais le procès dans son ensemble forme un drame dont ceci n'est que le premier acte. Les juges votent. La majorité déclare que Socrate est coupable. Alors, l'accusé reprend la parole pour discuter la peine proposée. Platon a composé également ce second discours, beaucoup moins étendu naturellement que le premier. Il y a prêté à Socrate la même simplicité, mais aussi la même dignité. Innocent, il ne peut consentir à un châtiment quelconque. Il propose donc qu'on le nourrisse désormais au Prytanée, et il explique tranquillement que ce serait là en effet le seul traitement qui serait en rapport avec sa conduite et sa situation.
Quant à l'exil que ses juges eussent peut-être accepté, Platon a tenu à lui faire dire pourquoi il n'en avait pas voulu. C'est que partout, en restant le même, il aurait eu la chance de rencontrer les mêmes dispositions. Finalement, il indique que quelques-uns de ses amis seraient prêts à payer pour lui une amende de 30 mines. L'auteur de l'Apologie devait à son propre honneur et à celui de ses compagnons de faire savoir à ses lecteurs que cette proposition avait été faite. Socrate d'ailleurs a pu, sans se démentir, la communiquer lui-même au tribunal. Après qu'il l'avait déclaré ne rien vouloir changer à sa conduite, elle était manifestement dénuée de toute importance. Suit enfin un troisième et dernier discours, l'allocution du condamné à ses juges, après que la sentence de mort vient d'être prononcée. Dans la réalité, la sentence étant levée, ces dernières paroles n'ont guère pu s'adresser qu'à un groupe réuni autour de lui. Platon en a fait une sorte de péroraison d'une grande beauté. En face de la mort, Socrate déclare à ceux qui l'ont condamné qu'il ne regrette rien, n'ayant fait et dit que ce qui lui semblait juste. Mais il leur prédit qu'ils regretteront un jour sa condamnation. Puis, s'adressant à ceux qui avaient voté en sa faveur, il leur expose amicalement pourquoi il n'estime pas que son sort soit malheureux. Si la mort est l'anéantissement, elle est semblable à un sommeil profond dans lequel tout sentiment serait aboli. Et si au contraire elle est l'entrée dans une autre vie, n'est-il pas en droit de penser qu'il y aura plaisir pour lui à y rencontrer des morts célèbres, à s'entretenir avec eux comme il s'entretenait avec les vivants, et aussi à les soumettre au même genre d'examen, sûr désormais de pouvoir le faire impunément? Sur cet espoir, il prend congé d'eux, en les exhortant à ne pas craindre la mort plus qu'il ne la craint lui-même. Toute cette fin est empreinte de sérénité. Nous avons lieu de croire qu'elle exprime fidèlement les sentiments de Socrate. Platon n'a pas voulu lui prêter plus de certitude qu'il n'en avait réellement. Si plus tard dans le Phédon il l'a montré affirmant nettement sa foi en l'immortalité de l'âme, c'est qu'alors il se donnait le droit de lui attribuer librement ses propres pensées. Les démonstrations qui remplissent ce dialogue sont en fait essentiellement platoniciennes, nullement socratiques. Mais dans l'Apologie, il se proposait de faire mieux connaître le vrai Socrate. Il ne pouvait sans manquer à son dessein se permettre d'altérer gravement sa physionomie en lui prêtant sur un point essentiel des idées qu'il n'avait pas professées. Cette observation confirme ce qui a été dit plus haut, du caractère général de l'œuvre. Si Platon ne s'y est pas attaché à reproduire exactement les paroles de Socrate, il a tenu pourtant à respecter la vérité de son caractère. Dans cette mesure, l'Apologie est un témoignage de la plus haute valeur. C'est probablement l'écrit qui a le plus contribué à fixer pour les Athéniens du IVe siècle avant Jésus-Christ les traits caractéristiques du personnage de Socrate avant que sa physionomie ne se fût légèrement altérée dans les grands dialogues qui suivirent. L'homme que nous voyons là est bien celui que Platon avait connu et aimé, le sage à l'esprit aiguisé, à l'humeur enjouée, cachant sous la simplicité de ses manières l'âme d'un héros et les vertus d'un saint. L'auteur a réussi à montrer sans effort apparent la foi intime que son maître eut toujours en son action bienfaisante, foi qui demeure la meilleure explication de toute sa vie et aussi celle de sa mort.